Bonjour, bienvenue dans Point de vue, l'émission où l'on débat de l'actualité. L'actualité qui passe aujourd'hui par l'Afrique et le Burkina Faso, où Emmanuel Macron a prononcé un long discours et n'a pas hésité à répondre aux questions qui fâchent. On verra tout cela dans un instant. Nous parlerons aussi du Code du travail. Ça y est, c'est aujourd'hui le vote de la ratification des ordonnances. Il sera aussi question du glyphosate, herbicide désormais bien connu. Son utilisation prolongée de 5 ans par l'Union européenne soulève bien des controverses. Et enfin, encore un peu de politique bien française, avec cet épilogue pour le feuilleton Thierry Solère qui a finalement décidé de renoncer à son poste de questeur à l'Assemblée. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique à France Inter. Vous observez de près les soubresauts de la vie politique et vous avez publié Chronique de l'imprévu, c'est paru chez Stock et c'était sur notamment la campagne présidentielle et ses surprises. L'année 2016-2017, exactement. Bienvenue dans Point de vue. Bonjour Daniel Bilalian. Bonjour. Vous avez dirigé les sports à France Télévisions, vous avez été présentateur du journal télévisé et vous parlez volontiers et très bien de sport, de politique et des sujets de société. De tout. Merci d'être avec nous. Généraliste. Bonjour Cécile Crouzel, Bonjour. Vous êtes chef adjointe du service macroéconomie France. Vous démêlez chaque jour les chevaux des politiques et des réformes économiques et vous allez nous parler de tout cela. Oui. Bonjour Alexandre Bonjour. Devecchio, journaliste au service débat opinion du Figaro. Vous vous occupez plus particulièrement de Figaro Vox. En 2016, vous avez publié Les nouveaux enfants du siècle, c'était aux éditions du Cerf. Alors, cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique, une visite mouvementée qu'a commencé le président au Burkina Faso. Après une attaque à la grenade, un jet de pierre sur un bus de la délégation, le président a prononcé un long discours dans le chaudron de l'université de Ouagadougou. Chaudron au sens propre comme figuré, parce que la clim était en panne et l'ambiance assez survoltée. 1h45 de discours, on en a sélectionné un extrait qu'on va regarder, puis on en reparle. Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Thomas Legrand, je commence par vous. Je ferai un tour de table. Vous l'avez trouvé comment ce discours d'un mot ? J'ai trouvé plutôt bon et efficace, assez malin. Il n'y a plus de politique africaine de la France, c'est ce que les Africains et les jeunes étudiants africains voulaient entendre. Évidemment qu'il y a une politique africaine de la France, et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur nos sources d'énergie, sur l'immigration, et puis sur ce pays, sur ce continent qu'on dit le continent de demain, de promesses de croissance. Heureusement qu'on a une politique africaine de la France. C'était un peu démagogique, vous avez trouvé, Daniel Bilalian, face à ces étudiants? À propos de la politique africaine de la France, il faisait allusion à la Franc-Afrique de Foccart depuis l'éternité, donc à Hollande, voilà. Donc effectivement, c'est assez malin. Il n'a pas fait l'erreur qu'il avait fait en Algérie. Il a dit, il a parlé des crimes de la colonisation, mais il a dit le passé est passé, ça va, on va pas. Il a eu le courage de parler de l'esclavage en Afrique, qui était une affaire africaine, on va en parler. On avait dit un mot. Et donc, moi, je pense qu'il a été assez malin, mais bon. Malin est une chose, mais l'efficacité sur le continent africain, c'est une autre affaire. Cécile, effectivement. Heureusement, oui, qu'il y a une politique africaine de la France. On pense aux questions terroristes, etc., au Sahel qui ne sont pas réglées. Et aux questions économiques aussi, il vaut mieux, parce qu'il y a des pays qui ont une bonne politique africaine. C'est la Chine ou l'Inde. Eux, ils ont une bonne politique africaine. Donc, il vaut mieux en avoir une, je pense. Une politique économique, en tout cas africaine, c'est sûr, ça. Alexandre Devecchio, vous reprenez le qualificatif de courageux? De dire qu'il n'y avait plus de... Thomas Legrand, Daniel Bilalian dit qu'il a eu le courage quand même de répondre, d'évoquer certaines questions qui... Oui, je pense qu'il a eu à cœur de sortir un peu du paternalisme et de mettre les Africains finalement face à leurs responsabilités, de leur dire finalement que vous êtes maître de votre destin. Moi, ça me rappelle assez le discours de Nicolas Sarkozy, simplement puisque c'est Emmanuel Macron, ça ne suscite aucun tollé, mais dans le fond, le message est un peu le même. Oui, et il avait à Nicolas Sarkozy qui avait eu cette phrase n'est pas encore rentré dans l'histoire. C'était un discours d'Henri Guénaud qui peut être difficilement
taxé de racisme, plutôt humaniste, mais qui invitait justement les Africains à se prendre en main. Donc c'était une phrase un peu maladroite, mais on le verra peut-être après. Il y a eu des échanges assez musclés avec Macron, et je note que ça ne suscite pas de tollé particulier. Alors, Cécile Crouzel et Thomas Legrand après. Cécile Crouzel, dans l'histoire, c'est quand même c'est quand même très très méprisant, et puis je pense que c'est quand même une contre-vérité historique aussi. Enfin, voilà. Il dit qu'il n'avait pas écrit dans ce sens-là. On peut parler de l'histoire de Aimé Césaire. En fait, si on regarde tous les grands discours africains, le discours en 1944 à Brazzaville du général de Gaulle, c'était aussi prenez-vous en main, vous allez vous prendre en main. Ça prévoyait la décolonisation. Il y a eu tous les présidents qui après ont pratiqué la France-Afrique. On peut la critiquer d'ailleurs, mais qui l'ont fait, ont toujours dit ça parce que c'est ce qu'on dit à un pays quand on est la France et qu'on pense que les peuples sont libres. Jusqu'en 1989, je crois, à La Baule, François Mitterrand, qui disait maintenant les aides à l'Afrique seront conditionnées à la démocratisation, ce qui peut être considéré aussi comme une forme de néocolonialisme bien pensant, si on peut dire. Lui, au moins, il dit prenez-vous en main. Bon, mais cette façon d'insister face aux étudiants, parce qu'encore une fois, il y avait quand même 800 étudiants face à lui, n'ayez pas cette vision postcoloniale, les renvoyant eux-mêmes à leur propre... Ça, c'est assez nouveau, non ? Il y a quand même aujourd'hui, je veux dire, beaucoup d'Africains se présentent encore comme des victimes de la colonisation. Si je ne me trompe pas, il y a un demi-siècle que ces pays sont libérés et indépendants. Et c'est vrai que l'Afrique a du mal à avoir des pays gouvernés normalement, démocratiquement. La majorité sont des dictateurs. La corruption y est très importante. On dit toujours la corruption, c'est de la faute des grandes firmes qui viennent s'installer. Mais personne n'a jamais empêché un chef d'État africain d'être honnête. Enfin, non, que je sache. On a maintenu des chefs d'État africains pour de bonnes et mauvaises raisons. De bonnes parce qu'on voulait la stabilité, et ça c'était bon pour tout le monde. De mauvaises parce qu'on voulait surtout s'assurer les ressources en pétrole, en gaz. Et donc il y a eu la colonisation, il y a eu la décolonisation, il y a eu une sorte de néocolonialisme, mais tout ça disparaît un peu. Et finalement, je trouve que quand Emmanuel Macron dit prenez-vous en main, et il n'y a plus de politique de la France, on vous dira plus ce qu'il faut faire. C'est à la fois tout à fait vrai, mais en même temps, il leur dit arrêtez de faire 9 enfants. Et puis, donc c'est quand même, il y a quand même des injonctions. On va revenir à la démographie. Il y a un énorme changement de génération. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un énorme changement de génération. C'est des pays très jeunes. Donc les décolonisations, c'est il y a 50 ans. Les 90% de la population de ces pays-là n'ont jamais connu la colonisation. Il le dit lui-même. Donc il y a un changement de génération, il y a un changement de génération en France. D'ailleurs, lui-même, il s'est présenté comme quelqu'un de la génération Mandela et pas de... Il ne nie pas les crimes, mais il dit qu'il faut sortir du victimaire. Mais après, c'est un peu condescendant de dire à quelqu'un prenez-vous en main. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à un ado en main. Oui, mais c'est comme il n'influence pas la politique africaine. Il dit quand même il faut éduquer les jeunes filles, il leur donne quelques conseils. Alors justement, on va reprendre un extrait. Bon, là, c'était plus tôt parce que c'était pas à Ouagadougou, c'était pendant le G20 en juillet dernier où il avait parlé de démographie en Afrique. On l'écoute et puis on en reparle. Quels sont les problèmes en Afrique ? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Il l'a redit aujourd'hui. C'est une vérité. Est-ce que c'est une vérité bonne à dire ? Est-ce que ça fait un peu donneur de leçons ? C'est une vérité. Il n'y a pas une contradiction à dire, effectivement, si, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais en même temps, ne faites pas 7 à 8 enfants. Mais en même temps, on a un problème d'immigration à gérer. Et puis, donc, il y a une contradiction, mais pourquoi ne pas dire ça ? C'est aussi une vérité. La politique africaine, on y revient toujours. C'est toujours, finalement... on ne peut pas s'en défaire. Donc dire qu'il n'y a pas de politique africaine de la France, c'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, encore une fois, l'immigration a été un sujet qui n'a pas été abordé clairement. Il n'a pas dit la France va limiter, la France va faire ceci, cela. Moi, je n'ai pas entendu de parole. Un peu quand même. Il a dit pour traiter à la racine, effectivement, moins d'enfants, et puis favoriser la croissance en Afrique, c'est quand même maintenir les populations là-bas. Je crois que c'était lié. Il y a un sujet que vous connaissez bien, Alexandre, que le président aussi a abordé, c'est celui notamment de l'histoire d'esclavagisme en Libye, où il a eu le courage, on peut le dire, de répondre à un étudiant qui le mettait un peu en cause en disant mais finalement, en Libye, les passeurs et tout ça, ce sont des Africains, ça vient de chez vous. C'est une forme de... C'est assez quand même alors inattendu. Je pense que la France a quand même une part de responsabilité en Libye, même si la traite africaine
existe depuis longtemps, bien avant les événements en Libye, mais je pense que déstabiliser la Libye, et Macron il est pour rien, a été une grosse erreur de Nicolas Sarkozy. Donc la question n'était pas totalement illégitime, mais il a quand même effectivement le courage de ne pas être dans un discours victimaire. Je crois que le discours victimaire aujourd'hui est la pire des choses pour l'Afrique, puisque ça les incite à ne pas prendre en main leurs problèmes et à rester dedans, et en plus ça nourrit une forme de ressentiment à l'égard de l'Occident qui ne mène à rien. Donc je pense que oui, effectivement, il a été plutôt courageux de dire ça. C'était une forme d'honnêteté intellectuelle, et je crois de toute manière que c'est finalement respecter son interlocuteur que de dire certaines vérités. Vous les avez sentis, vous connaissez les étudiants et l'auditoire assez déstabilisés par ce franc-parler ou... Je pense qu'ils s'y attendaient. C'est toujours d'être pour un président avec son autorité d'arriver devant une assemblée d'étudiants, c'est toujours assez dangereux, et en même temps, et d'étudiants africains, donc qui vous attendent vraiment avec une sorte d'avidité, c'est à la fois dangereux, et on sait qu'Emmanuel Macron, dans ce milieu-là, dans un marigot comme ça, se débrouille plutôt bien. Mais quand on nous a dit l'Élysée n'avait pas dicté les questions et tout ça, c'est vrai ? Peut-être, je pense pas qu'il ait peur de certaines questions, enfin je vois pas, enfin, en tout, il les a limitées en nombre. Mais je ne vois pas de quelles questions il pourrait avoir peur. Donc on peut toujours imaginer que l'Élysée... C'était peut-être plus facile pour lui des étudiants que les pontes du régime, dans lequel il n'aurait pas fait forcément un tabac. Ou alors des spécialistes très pointus. Les étudiants, bon, c'est toujours un peu plus... le foutoir, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est sûrement plus facile pour un homme comme Emmanuel Macron, qui est assez naturel devant les foules. Cécile Crozel, la délégation, il y a notamment, on l'a écrit dans le Figaro, pas mal de dirigeants de start-up qui accompagnent Emmanuel Macron. Ouais. C'est nouveau, ça peut porter ses fruits. Ça peut porter ses fruits. En tout cas, il y a tout un mouvement là-dessus. Dans chaque délégation du MEDEF, il y a des start-up qui partent sur l'Afrique. C'est assez rigolo. On rencontre, moi j'étais allée à une au Maroc, on rencontre des jeunes très, très entreprenants qui aiment bien ce côté africain où il y a encore peu de formalisme pour faire des affaires, etc., qui aiment bien ça. Et il y a beaucoup d'innovations aussi en Afrique, notamment tout autour de la téléphonie mobile, du solaire, etc., avec des moyens de paiement. Énormément de gens payent par téléphone, beaucoup plus qu'en France. Il y a des tas de services nouveaux comme ça qui se mettent en place. Il y a un saut technologique qui se fait. Donc c'est intéressant aussi pour des entreprises d'y aller et de voir un peu ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est pas complètement utopique. Ça peut contrebalancer ce que vous nous disiez au début, la Chine, l'Inde, qui, eux, investissent en masse. Oui, eux, ils investissent beaucoup dans les infrastructures et notamment tout ce qui est matières premières. Oui, ça contrebalance en partie. Après, c'est pas très simple. Les questions d'énergie renouvelable, on part de zéro et on peut créer beaucoup de choses. Ouais. Mais là aussi, c'est habile, le côté, pour une fois, on n'y va pas avec les grands patrons de grandes entreprises françaises qui ont déjà des décennies d'Afrique derrière. Ils sont déjà bien installés. Je ne pense pas qu'ils aient besoin d'aller dans l'avion. En revanche, on sait qu'il y a des choses pas très nettes aussi autour des grandes entreprises françaises qui ont besoin de sécuriser leur approvisionnement. Mais on sait aussi que c'est, enfin, je ne sais pas, vous le savez mieux que moi certainement, qu'on nous dit depuis quelques années que c'est le prochain continent de la croissance. Voilà, donc c'est là qu'il faut aller. Ça c'est sûr. Il a eu une petite phrase un peu très à gauche en disant « je ne suis pas venu avec les grands patrons », etc. Il nous a fait du Hollande, là, un peu. Discours du Bourget. Ouais. Pas le président des riches. On a Eric qui pose une bonne question, qui nous dit pourquoi est-il allé dans ces pays-là, le choix de ces trois pays ? Une idée ? Dans ces pays-là en Afrique ? Dans ces pays-là en Afrique. Je crois qu'il voulait déjà faire un tour dans un pays anglophone. Oui, avec le Ghana. Donc c'est pour montrer qu'il vient pas en chef de la France-Afrique dans son précaré. Il va là où il y a la croissance, c'est plutôt les pays anglophones d'ailleurs. Donc, puis, il a choisi le Burkina, il y a surtout, enfin, c'est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Il y a des bases militaires au nord, je crois. Et puis le processus démocratique. Oui, exactement, qui est un peu brinque-ballant. Il y a le petit hommage à Thomas Sankara, qui est quand même. Oui, alors là, qui est très à gauche pour le coup de Sankara. Qui est très à gauche, et avec la promesse de déclassifier les documents. C'est très bien de déclassifier les documents, parce que tout ce qui peut éteindre les théories du complot, qui en Afrique comme ailleurs, mais beaucoup en Afrique, nourrissent justement l'esprit victimaire qui est assez délétère, ça peut être bien. Je reviens une seconde sur le... C'est vrai qu'il a dit les crimes commis par la colonisation et non pas les crimes contre l'humanité. Façon qu'il avait de qualifier, qui avait été très très controversée. Autant il avait fait une erreur la dernière fois, autant il est indéniable. Les crimes, ça vous convient, Alexandre ? Oui, moi je pense qu'il y a eu des crimes pendant la colonisation. Il a dit aussi que c'était du passé et qu'il ne fallait pas rester enfermé dans le passé. Donc autant la première expression m'avait choqué, autant
autant là, je crois que c'est indéniable sur le plan historique. Moi, là où je pense qu'il y a un paradoxe malgré tout, même si d'un côté j'aime bien l'appel à se prendre en main, c'est que les difficultés sont aujourd'hui telles que je me demande s'il ne doit pas y avoir une forme d'aide au développement qui pourrait presque s'apparenter à du néocolonialisme. Je me demande si face au phénomène effectivement démographique qu'on nous annonce, le rôle des pays européens n'est pas de s'investir beaucoup plus largement qu'ils ne le font. Donc ça, c'est un paradoxe intéressant. Il a quand même dit, alors que les sommes sont assez modestes, il a quand même dit que l'aide aux bourses pour les étudiants serait ciblée directement sur les jeunes filles, ce qui, paraît-il, a fait... j'ai pas vu cet extrait. Il a fini par dire... pour que justement, elles puissent bosser et qu'elles décident si elles veulent avoir 1 ou 2 ou 3 enfants, qu'elles ne soient pas obligées d'en avoir 8 à partir de 14 ans. Donc, il y a quand même... Après, je pense que dans ces domaines-là, pour être allé un peu en Afrique, il y a quand même les choses qui changent dans les grandes métropoles africaines. C'est-à-dire, au Niger, c'est vrai qu'il y a 8 enfants par femme, etc. Bon, voilà, c'est une situation terrible. Vous allez dans les grandes métropoles, genre Abidjan, tout ça, même au Togo, à Lomé, tout ça, les gens ont déjà beaucoup moins d'enfants. Il y a déjà une volonté des gens qui sont dans la classe moyenne de réduire. Donc, c'est une transition qui est lente, mais c'est une transition déjà en cours. Voilà. Oui, moi je crois quand même que face aux défis migratoires, il faudra peut-être en passer par un plan Marshall pour l'Afrique. Et dans le plan Marshall, il y avait une administration américaine en Europe. Voilà. Donc, ça va assez loin, effectivement. On a un commentaire de Loki qui estime que les responsabilités de la France en Afrique sont innombrables. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, à la prospective et surtout à l'innovation diplomatique. Alors, est-ce que c'est un plan Marshall? Est-ce que c'est... On verra ça. On va parler maintenant un petit peu des ordonnances sur la loi travail. Alors, est-ce la victoire finale? En tout cas, c'est la dernière victoire pour le nouveau Code du travail. La ratification des ordonnances était aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce l'aboutissement de la première grande réforme sociale du quinquennat? Est-ce le symbole de l'échec des oppositions, qu'elles soient syndicales ou de la France insoumise? Un échec, c'est évidemment pas l'avis ni de Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, ni d'Alexis Corbière, député de la France insoumise, qui étaient tous les deux les invités de RTL et Europe 1 ce matin. On les écoutait, on en parle. Victoire, je ne dirais pas ça, puisque le dossier tel qu'il sort n'est pas celui qui était envisagé au début. Alors maintenant, il a réussi à faire une réforme du Code du travail comme il l'avait annoncé. Maintenant, oui, la fusion des institutions représentatives du personnel, ça va poser de nombreux problèmes. C'est un échec pour, je crois, 18 millions de salariés. Franchement, qui ne se sont pas mobilisés pour mais qui n'ont pas manifesté un grand enthousiasme non plus, chaque fois que des études d'opinion ont été faites. Je crois qu'il y a dans cette histoire un mauvais coup qui est porté contre le peuple français. Ils sont mauvais perdants, Cécile Crousel? Oui, on va dire oui. Oui, c'est quand même une victoire d'Emmanuel Macron. Il a passé sa réforme, qui avait suscité énormément de remous sous François Hollande. Une version plus allégée avait suscité énormément de remous sous François Hollande. Là, il l'a passé sans trop de remous. C'est incontestablement une réussite. Il a pour lui aussi, c'est vrai que François Hollande a préparé le terrain, d'accoutumer à ces idées-là. Et puis surtout, en fait, toutes les manifestations de 2016 ont usé les centrales syndicales, les militants, etc. Donc lui, il est arrivé avec des militants qui n'avaient plus le courage de repartir sur des mois de manifestation pour pas grand-chose. Donc ça aussi, Hollande lui a préparé le terrain, en fait. Il a été aidé par Martinez et la CGT quand même, parce que le côté cégétiste des années 50, non à tout, et les réformes sont bonnes pour tous les autres, ça a facilité les choses, parce que l'opinion publique, elle se rend compte qu'un monsieur comme ça, il entraîne le jusqu'au-boutisme ne paye pas. Moi, je pense que ce qui est le plus important dans les réformes, c'est le nouveau barème pour les licenciements abusifs, ça c'est une bonne chose, un barème fixé. Et puis la deuxième chose, c'est le regroupement, la disparition des CHSCT. J'ai été à un moment de ma vie directeur dans une entreprise et les réunions du CHSCT, c'est un exercice de zen c'est du yoga pour un chef d'entreprise, parce qu'il y a des moments... non, je pense qu'une seule entité est largement suffisante, parce que sinon, on est tous les 2 jours en phase. Mais il a annoncé une action en justice sur la fusion Mais la chose qui n'a pas été au bout de ce qu'il voulait faire, à un moment donné, quand même, c'est la discussion par entreprise et pas par branche. La branche
C'est-à-dire les syndicats restent très importants. Et beaucoup de chefs d'entreprise voulaient qu'on discute entreprise par entreprise et pas branche par branche. Et là, les syndicats ont gagné. Ils ont conservé la majorité dans ce domaine-là. Thomas Legrand, c'est vrai qu'on disait, après l'élection, ça va être, quand on s'est annoncé cette réforme, ça va être quelque chose de majeur, une montagne à franchir et tout ça. On disait, beaucoup de commentaires disaient se demander si ça allait être ça, mais c'était assez évident que... C'est un peu la mère des réformes, la mère des batailles. Oui, bien sûr, mais la différence entre... Moi, je ne pense pas que les salariés et les syndicats étaient fatigués après El Khomri. C'est simplement que quand François Hollande propose quelque chose, même de ne pas alléger, et qu'il le fait en fin de mandat alors qu'il ne l'avait pas promis pendant sa campagne, il y a quelque chose de démocratiquement gênant. Là, il dit ce qu'il fait, il le dit exactement, il le fait. Les gens, forts de la légitimité toute fraîche qu'ils ont, même négative, c'est-à-dire qu'on dit il a eu que 24% au premier tour, et puis ils n'ont pas voté pour ça, ils ont voté contre Marine Le Pen, mais en tout cas, ils ont voté malgré ça. Et même si une majorité de Français aiment bien le changement mais n'aiment pas changer, au moment où il applique la politique qu'il avait annoncée pour laquelle il avait été élu, les Français, même râleurs, font un pari. C'est là que c'est assez fragile, parce qu'ils se disent on a essayé plein de trucs, ça, lui, il le propose, il est jeune, il a les manettes du pouvoir. Ce qui embête les Français depuis des années, c'est l'impuissance publique aussi. C'est d'arriver au pouvoir en disant je vais faire ci, puis ne jamais rien faire. Donc là, on lui donne les clés, même si on n'est pas tout à fait d'accord, il ne faut pas lui enlever les moyens. Donc ils sont cohérents. Si grogne doit y avoir, ça sera dans quelques mois, je pense, si ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec Thomas Legrand c'est la bonne méthode, finalement ? Ça, c'est autre chose. Sur le fond, sur le fond, après, moi, je pense que les Français sont très résignés. 50% n'ont pas voté aux législatives. C'est sa première réforme. Il était évident qu'elle allait passer face à des syndicats également décrédibilisés et affaiblis. Après, moi, ce que je pense de la réforme sur le fond, c'est que c'est une réforme qui ne va pas faire de mal, qui va simplifier les choses à certains patrons, mais qui est d'un conformisme économique total. C'est une réforme dans la continuité des réformes qu'on a connues ces dernières années, et ça ne créera pas un emploi. J'en prends le pari ici. Moi, je crois que on a des élites, effectivement, qui, depuis des années, ne jurent que par plus de flexibilité, qui voient simplement le tertiaire ou pour Macron les start-up. Or, moi je le dis, je fais partie de ceux qui pensent qu'un pays sans industrie est un pays qui meurt. Et il n'y a rien pour l'instant là-dessus. L'investissement productif est quelque chose de totalement absent de son raisonnement. On a l'impression qu'il pense que les usines sont des vieilleries. Et donc on va voir. Pour l'instant, moi je trouve que c'est assez... Il est assez méplé. Alors je ne vois pas du tout le rapport entre le fait de s'occuper de ça avec l'industrie. Je ne vois pas du tout l'incompatibilité. On peut faire l'un et l'autre. Je n'ai pas dit qu'il y avait incompatibilité. J'ai dit, on va voir. Pour l'instant, c'est plus flou, mais je pense que son penchant naturel n'est pas forcément à aller vers l'investissement productif. Après, si je me trompe, alors je ne veux pas c'est encore incompatible. Sur l'emploi, il n'a jamais été dit que ça créerait des emplois comme ça massivement, etc. Et surtout pas il a dit que c'était quand même la plus grande réforme depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça s'investisse dans l'industrie, on espère. Le fait de détaxer les... Alors peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer, vous avez peut-être raison, mais en tout cas, l'intention que les capitaux, plutôt que d'être taxés, aillent, c'est une autre réforme, dans l'industrie, je ne pense pas qu'on puisse... C'est un procès d'attention que vous faites. Vous avez le droit de dire ça ne marchera pas, c'est une idiotie, mais enfin, il le veut. En plus, par ailleurs, la flexibilité, on en parle tout le temps, mais en France, il y a eu très peu de... En fait, le problème, je pense qu'en France, c'est qu'on parle de la flexibilité, on dit on va faire des réformes libérales, or... On ne les fait pas ou à minima, et on a un pays où il y a 57% du PIB qui part en dépenses publiques, où il y a peu de flexibilité en comparaison des autres pays. Donc en fait, on parle de ça, donc les gens ont l'impression qu'on mène cette politique, mais on ne la mène pas dans les faits. Donc on perd sur les deux plans, on perd sur la critique et on a zéro efficacité. C'est ce que j'allais dire, la flexibilité, c'est quand même... l'élément essentiel d'une politique industrielle plus dynamique. Ça, il n'en est pas question une seule seconde dans ces lois. Et ce n'est pas en réformant les licenciements abusifs et en supprimant le CHSCT qu'on va engager des dizaines et des dizaines de personnes. Ce sont des changements administratifs, mais ce ne sont pas, des changements industriels. C'est vrai, ce matin, il suffisait d'écouter les radios ou de lire les journaux, la Société Générale qui supprime des agences, les Galeries Lafayette qui se aussi réduisent.
les Français peuvent se dire ça ne produit pas vraiment ses effets. Alors non, enfin, on est quand même sur des... C'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut toujours se focaliser sur quelques annonces. Sur l'immédiat. On est à un rythme de 300 000 créations d'emplois en France à peu près depuis un an. Donc on n'est pas du tout dans des destructions d'emplois, contrairement à ce qu'on a connu dans les années 2012, 2013, 2014, qui était noir. Après, sur les chiffres du chômage, ça pas mal de la confusion, parce que voilà, ça, exactement. Puis en plus, comme François Hollande a fait son plan de formation, des gens sont partis en formation, là ils reviennent dans les chiffres du chômage, tout est assez embrouillé. En tout cas, c'est vrai que ça se réduit beaucoup moins vite que par rapport au rythme de création d'emplois. Mais oui, on n'est pas en France pour l'instant dans une récession de l'emploi. Pas du tout en ce moment. Il profite même plutôt, Emmanuel Macron, d'une bonne conjoncture, quoi. Il a plutôt de la chance de ce côté-là. Donc oui, il y a des réductions d'emplois, mais il y a des milliers partout qui se créent, dont on ne parle pas. Donc voilà, c'est un biais énorme là-dessus. Alors, on a Jean qui s'interroge, effectivement, est-ce une loi de travail libérale, la victoire du libéralisme, ou une réformette, selon Alexandre Devecchio? Je crois que c'est plutôt une réformette, c'est ni la grande purge libérale qu'on pouvait craindre, ni une réforme structurelle d'ampleur. En tout cas, ce n'est pas la plus grande réforme depuis la Seconde Guerre mondiale, comme il l'a annoncé, ça c'est de la propagande. Voilà, moi je maintiens qu'on a un chômage structurel à 10% et que ce type de réforme ne changera pas grand-chose. Alors, on va passer à un autre thème, si vous le voulez bien, celui du glyphosate. Le glyphosate, la France peut-elle faire cavalier seul? On s'y perd un peu. Est-ce reparti pour 5 ans ou fini dans 3 ans? Qui a raison? Bruxelles qui autorise donc le renouvellement de l'herbicide pour 5 ans. Paris, Emmanuel Macron qui décrète la fin du glyphosate dans 3 ans. Est-ce pour la France l'occasion de repenser tout son modèle d'agriculture? C'est en tout cas l'avis de Yannick Jadot, le député Europe Écologie Les Verts, qui était ce matin l'invité de France Inter. À partir du moment où on interdira le glyphosate, je peux vous garantir qu'on continuera à cultiver des céréales dans la Beauce, simplement peut-être avec les 10 milliards d'euros d'argent public qui arrivent sur l'agriculture chaque année, plutôt que d'avoir un seul agriculteur sur 200 hectares, il y en aura 2 et c'est une bonne nouvelle pour l'emploi dans l'agriculture. Avant de lancer le débat, on va regarder également le numéro 2 de la FNSEA, qui, vous vous en doutez, n'est pas tout à fait du même avis que Yannick Jadot. On écoute Éric Thirouin, il était sur Europe 1 ce matin. La France décide, elle, de revenir, moi j'ose le dire, au nationalisme avec des mesures franco-françaises. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'Europe, ça fait 2 ans qu'il y a une bagarre pour avoir une position ferme sur cette homologation ou pas du glyphosate. Il y a une majorité pour le faire et la France toute seule dit moi finalement, 2 heures après, je décide de faire une mesure franco-française. Et donc les agriculteurs là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent, Monsieur le Président de la République? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, effectivement, que deviennent les agriculteurs? Mais d'abord, une question aussi à Alexandre Devecchio, un thème qui doit vous plaire. Emmanuel Macron, quand ça l'arrange, il est dans l'Europe. Quand ça l'arrange plus, il s'en affranchit? Oui, mais c'est plutôt pour me plaire. Alors moi, c'est vrai que ces grands discours sur l'Europe fédérale me font plutôt peur, mais là, je trouve que j'ai pas d'avis sur le fond, sur le glyphosate. Est-ce que c'est utile, pas utile? Mais par contre, je trouve qu'un président français qui décide souverainement, c'est plutôt une bonne chose. Tout à l'heure, on parlait d'industrie, j'ai parlé de protectionnisme, mais je trouve qu'effectivement, on doit être maître de sa politique. Donc, c'est plutôt pour me protectionniste, au contraire. Et par exemple, on doit réduire notre déficit en dessous de 3%. On ne va pas condamner ceux qui le réduisent simplement à 2%. Voilà, on fait mieux. De mon point de vue, on va plus vite que l'Europe. Si Emmanuel Macron avait dit je veux pas le renouveler pour 5 ans, mais pour 7 ans, là il aurait fait pire. Mais c'est pas du tout une mesure. Le message est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Le message est peut-être un peu compliqué parce que surtout l'application va être très compliquée. Parce qu'est-ce qu'on va interdire le blé qui aura été cultivé avec du désherbant en glyphosate de venir en France? Est-ce qu'on va trier les céréales dans les boîtes de Kellogg's pour savoir si il ne faut pas dire de marque, mais enfin, bon, c'est compliqué, mais le message qui est arrêtons le glyphosate et essayons d'avoir une agriculture un peu plus raisonnée, moi, je trouve qu'il est bien et je pense que la France, grande nation agricole, a raison. Elle est dans le sens de l'histoire en faisant ça. Alors, c'est peut-être la décision est peut-être un peu ou anti-glyphosate. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est que Emmanuel Macron comptait beaucoup s'appuyer sur Angela Merkel. Ça fait déjà, entre les difficultés qu'elle a à former un gouvernement, le vote d'hier,
l'alliance, le binôme va pas très bien fonctionner. En plus, les Allemands, aujourd'hui, on dit que Mme Merkel a engueulé son ministre de l'Agriculture en lui disant on t'avait demandé. Alors, je ne sais pas si elle a le téléphone. Si elle a le téléphone et si elle a réussi à lui envoyer. C'est la dépêche d'Ems, hein, elle n'est pas arrivée à temps ou dans une autre formulation. Non, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les Allemands ont une très grande société qui s'appelle Bayer, qui a racheté Monsanto. Donc, il y a des intérêts économiques dont on ne nous parle pas aujourd'hui. On nous amuse avec glyphosate, 5 ans, 3 ans, mais il y a des intérêts économiques. Mais c'est surtout que l'Europe que voulait diriger Mme Merkel et que surtout Macron voulait diriger avec Mme Merkel, en ce moment, ça va de l'aile. Ça va de l'aide, et il y a une question quand même de la mise en œuvre effectivement de ces 3 ans au lieu de 5. Parce que là, effectivement, comment on va faire? Les 2 ans. Voilà, on peut. Alors, pour la cerise, on a mis en place un système qui empêchait d'importer des cerises qui avaient été traitées avec un pesticide que nous on n'avait pas, que nous on avait interdit. Bon, c'était la cerise, quoi. Là, on est sur le blé. Voilà. C'est beaucoup de produits transformés. Exactement. Et puis c'est très compliqué. Et puis c'est une production massive, quoi, pour la France. On n'a pas remarqué, mais dans sa phrase, dans son tweet. Il y a un peu sous réserve de trouver une solution. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est l'ENA, quoi. Non, mais c'est pas mal de mettre. Le terme exact, c'est dès que des alternatives, on va le revoir le tweet, dès que des alternatives auront été trouvées. Voilà, et si on n'en trouve pas, bon, effectivement, on fera comme les autres. Mais c'est aussi pas mal de mettre comme pour la voiture, de mettre des caps assez ambitieux, parce qu'il faut bien se forcer à trouver autre chose et forcer les investisseurs à investir dans quelque chose d'alternatif. Alors, Jean-Baptiste Semerjian, qu'on accueille avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Va élargir un peu le débat, parce que vous êtes intéressé, Jean-Baptiste, sur les réseaux sociaux, au hashtag Make Our Planet Great Again. Et oui, effectivement, dans son tweet, qui a été quand même assez rapide, Emmanuel Macron a ajouté son hashtag Make Our Planet Great Again. La punchline qu'il avait trouvée en juin dernier, en réponse à Donald Trump, quand Donald Trump avait refusé que les États-Unis restent dans l'accord climatique de Paris. Et donc ce slogan avait apparemment été trouvé par Ismaël Emelien, qui est un de ses conseillers les plus proches. Et une vidéo, puis un visuel spécifique avait été publié sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. L'Élysée avait ensuite lancé un site internet qui s'appelait Make Our Planet Great Again, en appel à des chercheurs du monde entier afin qu'ils se recensent pour montrer qu'ils étaient capables, ou qu'ils avaient envie de venir en France, en tout cas pour travailler et chercher. Bon, il faut dire que cet hashtag n'a pas été que utilisé par des chercheurs. Benoît Hamon l'a utilisé il n'y a pas très longtemps, où il expliquait que les substances cancérigènes avaient été exclues du nouveau compte pénibilité. Il y a eu à peu près 35 000 tweets avec le hashtag Make Our Planet Great Again, ce qui est quand même pas mal. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, lui, parlait des dividendes carbone, donc ça va quand même assez large. Beaucoup de personnes ont utilisé ce hashtag. Ça s'appelle du newsjacking, c'est-à-dire qu'on récupère un hashtag et tout le monde prend la parole sur le sujet. Et Hamon. Oui, j'ai trouvé encore plus incroyable. Samuel Le Bihan, l'acteur Samuel Le Bihan, a croisé le ministre Nicolas Hulot dans le train. C'était une belle rencontre. Il a aussi utilisé le hashtag Make Our Planet Great Again. Donc, un peu un hashtag fourre-tout, un hashtag valise, comme on dit. Schwarzenegger aussi. Mais il n'avait pas utilisé. C'est Macron qui avait cité le tweet de Schwarzenegger et avait réutilisé le hashtag. Donc voilà, le président a bien tweeté et a ressorti hier son hashtag de résistance contre ce qui arrive contre lui, ce qui est un petit peu le critique. Et cette fois-ci, peut-être qu'il va chercher les chercheurs allemands, parce que bon, voilà, les chercheurs allemands ont peut-être aussi envie de venir travailler en France. Et vous avez même José Bové qui l'a soutenu hier en anglais, où il rappelle que la lutte continue, que la lutte contre le glyphosate n'est pas terminée. Et en attendant, le site Make Our Planet Great Again, le fameux site, a récupéré 250 candidatures de chercheurs. Et les résultats, normalement, seront le 12 décembre pour fêter les 2 ans de la COP21. Une dizaine de personnes sera sélectionnée. Suspense. Oui, je disais Nicolas Hulot, on l'a pas oui, entendu. C'est vrai. Enfin, je sais pas, je ne l'ai pas entendu. Si Samuel Le Bihan l'a rencontré, mais on l'a pas. Alors, Thomas Legrand. Nicolas Hulot, on ne l'a pas entendu. Je pense que. C'est un peu le gimmick souvent. Je pense que si Emmanuel Macron a tweeté, ce qui n'est pas son habitude, dans l'avion, en partant en Afrique, 3 ans. C'est pour lui couper l'herbe sous le pied. Non, c'était surtout parce qu'il y a peut-être encore une menace de démission. Ah, d'accord. Voilà, et que, à mon avis, on l'a entendu via le tweet. Ah, d'accord. Okay. On l'a entendu. Alors, c'est du subliminal, Nicolas Hulot. Non, je n'ai pas compris. C'est un écolo qui me l'a dit ce matin. C'est une info.
Un tout autre sujet, la politique bien française. À nouveau, la situation était devenue politiquement intenable. Thierry Solère, député constructif passé En Marche, a été obligé de lâcher son poste de questeur à l'Assemblée. Le député des Hauts-de-Seine l'a annoncé ce matin. Cela devenait difficile de s'accrocher à une fonction qui n'est pas dépourvue d'avantages matériels. C'est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui lui a donné le coup de grâce, si l'on peut dire. On écoute François de Rugy, c'était sur BFM TV. L'intérêt de l'Assemblée nationale serait que Thierry Solère abandonne la questure. Pourquoi? Pour la raison que vous avez rappelée rapidement. Les questeurs, ils sont 3. C'est une gestion collégiale de l'Assemblée nationale. Et pour qu'il y ait une garantie de transparence dans l'utilisation du budget de l'Assemblée nationale, il a toujours été prévu que les questeurs n'appartiennent pas au même groupe. Thomas Legrand, c'était devenu un peu encombrant cette affaire. Franchement, c'est la moindre des choses. S'ils veulent passer d'un ancien monde à un nouveau monde politique, il faut au moins qu'ils respectent ce qu'il y avait de pas mal dans l'ancien monde. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, qui a déjà pas beaucoup de pouvoir, il y a 3 questeurs. Donc c'est quoi les questeurs? C'est ceux qui gèrent l'argent de l'Assemblée nationale et qui organisent de l'Assemblée nationale. Il faut que ça soit évidemment de la majorité et de l'opposition. Et là, à partir du moment, déjà, questeur en tant que constructif, c'était limite. Il a voté la confiance, il a voté le budget, donc il est dans la majorité. Le 3e questeur doit être détenu par le principal parti d'opposition, groupe d'opposition. Je pense que c'est LR. J'imagine que c'est LR. Donc ça doit être un LR forcément qui va avoir. Mais est-ce que c'était forcément à Thierry Solère de renoncer, ou on aurait pu un autre d'En Marche aurait pu démissionner? Bon, ils auraient pu décider que c'était un des 3e, mais enfin bon, lui il arrive au dernier moment, ça paraît logique. Déjà avant, il aurait dû renoncer. Éric Ciotti pour le remplacer, pour le succéder? Ça, après, je ne sais pas, c'est quelqu'un de LR. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on parlait de la nouveauté de la politique de Macron, mais là, je vois que sur l'Assemblée nationale, ça continue bien comme avant. C'est la politique on est des seuls. C'est-à-dire, il y a 15 jours ici, on parlait de l'affaire Castaner, dont tout le monde se foutait. On va en parler. Franchement, Castaner, c'est la nouvelle idole des jeunes. Est-ce qu'il va rester, pas rester? Franchement, le Français moyen qui cherche un boulot, il peut lui faire. Deuxièmement, aujourd'hui, cette affaire-là, Thierry Solère, c'est quand même une star de la combinaison. Je ne veux pas être désagréable à son égard. C'est la combinaison. Moi, ce que je trouve ironique et sympathique dans cette histoire, c'est que les constructifs qui sans doute attendaient beaucoup sont quand même les grands cocus de l'histoire. Thierry Solère perd tout. Donc, sur le plan de la morale, c'est assez intéressant. Après, je pense en même temps qu'il y a une forme de cohérence idéologique au fait qu'il soit chez En Marche, et peut-être que d'autres à droite devraient faire pareil. Quel parcours quand même, républicain, constructif, En Marche en 3 mois. Oui, mais si vous voyez ce que fait En Marche, lui, il était de centre droit, je trouve que c'est assez logique. Ce qui était illogique, c'est qu'il continue à dire, alors peut-être pas lui, qui continue à se scandaliser, on va me virer de LR, LR c'est des affreux fachos, ils me virent. Il ne me vire pas, LR est dans l'opposition, c'est dans la majorité, c'est normal. Vous êtes dans ce milieu-là, donc vous comprenez, etc. Mais mettez-vous à la place d'un Français moyen, et ce n'est pas péjoratif. Dans mon esprit, il s'en fiche, et deuxièmement, ça le scandalise. Quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, comme dit l'expression. Mais il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé. Ah non. Parce qu'il se soit fait élire avec les voix des Républicains. Le scandale, c'est qu'il se fasse élire avec les voix des Républicains, alors qu'on savait qu'il allait très vite s'accrocher en marche d'une manière ou d'une autre. Il l'a un peu dit, mais effectivement, il y a aussi l'affaire du SOP, où il vote. Une transition merveilleuse. C'est énorme. C'est très habile de la part d'Emmanuel Macron. Olivier Dussopt, qui donc vient de rejoindre le gouvernement, il est socialiste et on va regarder, il était à l'Assemblée et au Sénat hier pour le budget qu'il avait refusé de voter il n'y a pas si longtemps. On regarde Olivier Dussopt et la réponse de David Assouline. On va aller regarder. Permettez-moi, Monsieur le Président, quelques mots avant de donner l'avis du gouvernement sur ces amendements pour vous dire l'honneur qui est le mien de pouvoir m'exprimer devant votre Assemblée. Je sais d'expérience, par l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale, que les compromis sont souvent possibles. Ce n'est pas banal, je pense même quasi unique, que l'on puisse voter contre un budget à l'Assemblée et venir au nom du gouvernement 6 jours après seulement dire que l'on est pour et surtout le défendre.
Ça provoque quelques rires sur ce plateau, cet échange. Non, c'est pas ça, mais enfin, il devrait faire des courses à Auteuil, quoi. C'est le droit du steeplechase. Hein. C'est vraiment extraordinaire, c'est fascinant. Comment voulez-vous? J'en reviens, moi, au public, à nous. On regarde ça, on se dit, mais quoi? Avec qui allons-nous vivre? C'est une loi de finance, en plus, un budget qui est clivant. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il y a quand même dedans la réforme de l'ISF. Il y a contre les ordonnances aussi. Il y a la réforme de l'ISF, la création de la flat tax, la position basse du revenu du capital. Donc c'est un truc clivant. Ils le savent tout ça quand ils vont chercher Olivier Dussopt. Peut-être pas On comprend. Plus connu et l'indispensable. On voit tout de suite que pour Olivier Dussopt, enfin, on rigole, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On comprend qu'il peut être ministre et qu'il fait tous les compromis. C'est assez pitoyable. C'est assez. On comprend. Pour Emmanuel Macron, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en plus, il l'envoie le lendemain au Sénat. C'est qu'il va au casse-pipe, là. Il pense qu'on va dire oh là là, c'est bien Emmanuel Macron élargi, quelle grandeur d'âme. Non, alors ça, c'est un accro. Encore une fois, c'est ce qu'il y a de pire dans la vieille politique. Là. La vieille politique ne faisait pas ça, quand même. Vous êtes dans la tête d'Emmanuel Macron, Alexandre, expliquez. Non, mais je crois que c'est pas le nouveau monde, c'est le nouveau monde politicien. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la grande erreur dans l'analyse de l'élection d'Emmanuel Macron. Tout le monde a pensé que c'était le renouveau et la fin des syndicats d'élus. Et en vérité, c'est les syndicats d'élus qui se regroupent une dernière fois pour survivre, pour assurer la survie dans un système qui va quand même très très mal. Et où on a eu le Front National au second tour de la présidentielle. Il y a quand même plein de nouveaux intéressants qui n'étaient pas faits pour être députés et qui se retrouvent députés. Il y a aussi pas mal d'attachés parlementaires recyclés. Il y a une nouvelle génération d'élus. Mais on reste sur les mêmes codes et globalement sur le même logiciel idéologique parce qu'en réalité, il n'y avait plus très grande différence entre les sociaux-libéraux de droite et les libéraux sociaux de gauche. C'est ça que les gens qui se ressemblent. Oui, c'est ça, effectivement, et ça permettra peut-être d'avoir une réelle opposition en face, mais en fait, on est dans la continuité des gouvernements précédents, Sarkozy, Hollande. Effectivement, cette nouvelle génération est encore plus éloignée de nous, le grand public, que n'étaient leurs prédécesseurs. Il suffit de voir la composition sociologique de l'Assemblée nationale, qui a jamais été, il n'y a jamais eu aussi peu de classes populaires à l'Assemblée nationale que sous Emmanuel Macron. Donc on fait un peu de diversité, on fait un peu de féminité, il y a du privé. Mais il n'y a pas de grande. La différence, c'est qu'il y a du privé. Avant, il y avait beaucoup de fonctionnaires, là, c'est des gens beaucoup du privé. Après, c'est vrai que c'est des gens sociologiquement. Profession libérale, cadre du privé, etc. Qu'on les rencontre. Il y a beaucoup de gens, alors quand on te dit ça, il y a beaucoup de gens qui sont profession libérale, mais qui disent qu'ils viennent d'un milieu populaire aussi, et qui ont pris l'ascenseur social, et alors ils sont étiquetés, voilà. Mais bon. C'est vrai aussi. C'est vrai, toutes les assemblées sont un peu comme ça. Est-ce que c'est pas, j'allais le dire, il faut remonter à Caen pour trouver ici. Je sais pas, même sous la Révolution, la Convention, c'était plutôt des avocats, c'était la bourgeoisie. Même Robespierre n'était pas vraiment un ouvrier fraiseur. Non, après, les syndicats permettaient ça quand ils étaient puissants. Les syndicats permettaient ça et le permettaient. Et le Parti communiste et les syndicats le permettaient. Il y avait une formation d'ailleurs, une formation politique. Exactement. Donc il était d'une certaine façon, il faisait partie aussi d'une élite. D'une certaine élite. De toute façon, pour s'exprimer à l'Assemblée, etc. Jusqu'à les années 70-75, il y avait une connivence entre tous ces hommes. C'est que pour être conseiller municipal, ministre, député, il fallait avoir été résistant. Donc il y avait, dans toutes les assemblées, on pouvait se saluer. Krasuki serrer la main de Chaban-Delmas, même s'il n'était pas d'accord. Et je dirais même que pour nous, électeurs, le fait d'avoir en face de nous des gens qui avaient fait un moment de leur vie preuve de courage physique était une facilité. Parce que même si on n'était pas d'accord, on disait quand même. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui vous disent sur le pont d'Arcole, je vais passer devant, attendons de voir, je vais attendre un tout petit peu. Nous, par rapport à nos parents ont eu des choix de vie ou de mort, des choix. Nous, notre époque est peu épique pour nous. On a voté oui ou non à Maastricht, on s'en souvient même plus. On n'a jamais risqué notre vie. Bon, c'est la paix aussi. On a voté Castaner. C'est la paix aussi. Ceux qui ont voté du SOP, ils doivent être quand même un peu. Moi, j'ai adoré l'affaire Castaner. Pendant 15 jours, on a parlé de Castaner, alors qu'on avait dit ici même que franchement. C'était pas tenable. On s'en fichait complètement. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse, Castaner? Mais est-ce qu'ils vont le porter quand même comme un. C'est même plus maintenant. Ça reviendra ou pas, ce sparadrap de Castaner à double casquette, où ça y est, c'est... Non, moi le sparadrap du SOP est plus collant. Personne ne le connaît, mais c'est quand même tellement flagrant que... Je pense que les gens s'en fichent un peu. En fait, Macron, et moi, ça fait presque partie des côtés positifs que je lui reconnais, une pratique très bonapartiste du pouvoir. Il avait annoncé l'horizontalité, le nouveau monde, la démocratie participative. En fait, il est
très 5e République. Il comprend d'ailleurs bien mieux la 5e République que ne la comprenait François Hollande, qui était un peu un président de la 4e. Après, ce qui est étonnant, c'est que cette verticalité, à mon sens, est au service d'une politique du vide. Ça peut paraître radical, ma position, mais en tout cas d'une politique extrêmement conformiste et qui ne change pas beaucoup de ce qui a été fait ces 30 dernières années. Et les premiers pas de Benjamin Griveaux, même si c'est peut-être un peu anecdotique, et Daniel Bilalian va nous dire que les Français s'en fichent, mais le nouveau porte-parole... Non, je laisse la parole. Benjamin Griveaux, c'est à vous. Je dois être un Français moyen parce que je m'en fiche aussi. Franchement, les premiers pas d'un porte-parole, ça porte la parole. Donc, il a dit qu'il allait aller en province porter la bonne bien, parole, bravo. Ou prendre le pouls du pays. C'est extraordinaire parce que on reproche à tort, et je pense que vous lui reprochez, à mon avis, à tort à Emmanuel Macron d'être le président des villes, le président des bobos, le président de la France qui va bien, et pas le président enraciné, qui n'a pas d'âme, comme dit Vauquier. Je trouve ça absolument ridicule. À mon avis, il est... D'abord, il vient d'Amiens, il est autant de provinces que beaucoup d'hommes politiques. Enfin, bon, bref. C'est un Rastignac classique. Oui, c'est un Rastignac classique, donc les Rastignacs, c'est enraciné. Venir d'Amiens, moi j'y ai travaillé. Voilà. Ah oui, c'est quelque chose aussi. Et donc que Benjamin Griveaux, qui lui est le Parisien de la bande, soit le porte-parole et nous dise, vous savez, je vais aussi aller en province. Il a été élu en Bourgogne, si je ne... Oui. Où ça? Il était élu en... Oui, mais enfin là, il est élu à Paris. Oui, mais il a quand même un ancrage provincial. Oui, mais tous les Parisiens, il y a peu de Parisiens qu'on des ancêtres qui ont fait la commune. Ça prouve quand même, malgré tout, qu'on n'a pas tout à fait tort de dire qu'on ne lui reproche pas de venir de la ville ou de la campagne. On lui reproche de mener une politique qui est dans l'intérêt des catégories supérieures et aisées des grandes villes. Et je pense que moi, un pays doit réconcilier en fait les. Qu'est-ce qu'il fait pas pour les petites villes? Comment? Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour les petites villes? Il y a eu le congrès des maires il y a quelques jours. On ne peut pas dire qu'ils étaient très heureux de la politique d'Emmanuel Macron. Sur les petites villes, il a réussi à les retourner. Il y a quand même un plan de rénovation des centres-villes, et puis après les maires ils crient, mais enfin c'est eux qui ont décidé d'ouverture des centres commerciaux en périphérie des villes. C'est à le rappeler. Dans le genre irresponsabilité, victimisation et irresponsabilité, on est quand même très fort. Sur Benjamin Griveaux, vous avez vu, on a vite dévié parce que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Oui. On a quelques commentaires et ça fait effectivement réagir ces sujets. On a Guillaume de Nantes qui nous dit « Triste de voir ce retournement de veste ». Je ne sais pas s'il parle de il parle de Thierry Solaire, du SOP peut-être. Marie Bertinet, dans 5 ans, on remet ça. Génial l'Europe, alors ça c'est autre chose. Et puis Gepetto, quelle dégradation de l'image de nos représentants. L'abstention va être de rigueur. Bon. Non, mais c'est sûr, pour des électeurs, c'est un peu terrible. L'affaire du SOP, c'est ridicule, et même, on le voyait, il le portait sur son visage. Je ne veux pas faire de... Mais quand même, globalement, on a quand même rénové de la France insoumise au Front National, même en passant par LR et le Parti Socialiste, grâce au non-cumul des mandats, il y a un renouvellement du personnel politique énorme. Le gouvernement, je ne suis pas sûr que Daniel Bilalian puisse nommer plus de 3 ou 4 ministres. Moi, je peux en nommer 6 ou 7. Hein. Il y en a on fait le test. C'est la mort des Castaner. Ministre de quoi? Même pas il y a deux. Le sport, quand même, vous pouvez. Mais c'est la mort aussi des poids lourds politiques. Il y en a qui vont devenir poids lourds. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense que Macron a fait volontairement un gouvernement plutôt de techno ou de second couteau pour avoir la main. Et finalement, moi, je ne lui reproche pas. Là, dans la technique du pouvoir, je pense qu'il a raison parce qu'il y a beaucoup moins de couacs qu'il y en avait à l'époque de François Hollande. Dans 3 ans, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, d'une paix en France depuis 70 ans, etc., on peut encore, et avec le temps qui s'écoule, avant, par exemple, je veux dire, un homme comme M. Mitterrand, il a échoué 2 fois aux élections présidentielles avant d'être élu. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible? Non. Donc, regardez, Laurent Wauquiez doit être le président du LR en 6 mois, alors que Chirac a mis X dizaines d'années. Je crois que le temps aujourd'hui, qui est celui du nôtre, le temps Internet, ne permettra plus de voir émerger des personnalités de ce type-là. Un passe-fois pendant 50 ans, qui est un poids lourd. Certains vous diront qu'on a élu le président Macron parce qu'il est à la mode et que dans 5 ans, un autre sera à la mode, comme les téléphones. Donc vous êtes... En tout cas, c'est sûr qu'il y a un choix clair de nous, quand on les rencontre, de s'entourer de gens au profil plutôt technicien. J'aime pas trop ça, mais oui, de gens
professionnels, c'est pas des grands élus, voilà, c'est pas des grands élus, c'est pas des gens qui ont fait de la politique pendant longtemps. C'est pas un mal ou un bien, c'est une constatation. Après, des gens quand on discute avec les partenaires sociaux, le patronat, les syndicats, Muriel Pénicaud, ils apprécient parce qu'ils ont enfin quelqu'un au ministère du Travail qui est quand même, alors qu'il y a 10% de chômeurs, quelqu'un qui connaît les relations sociales. Ça aide. Les grands politiques comme Lucien Neuwirth n'ont pas eu besoin d'être forcément des grands spécialistes pour faire des lois sur la... Dernière petite question piège. Thomas Legrand, quel est l'intitulé de la fonction de Olivier Dussopt que vous affectionnez particulièrement? Je crois qu'il est secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics, mais secrétaire d'État, c'est pas de la fonction publique. Donc en plus de la fonction publique. Donc le jour de carence, par exemple, j'imagine qu'il était ça va être... Mais on va rigoler avec lui, ça va être... Je pense que la page 2 du Canard sera consacrée à son terme. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était très animé. Et ne quittez pas Figaro Live, restez avec nous. Marie-Laetitia Bonavita reçoit le sociologue Julien Damon. Julien Damon qui est l'auteur de Un monde de bidonville et qui estime que l'État est totalement dépassé par la question de l'accueil des migrants et que ce dossier doit revenir aux métropoles. C'est tout de suite sur Figaro Live et à demain pour un nouveau point de vue.